Identifier, analyser, planifier, trader. Votre rendez-vous avec IG. Investissez avec les Turbo 24. C'est parti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h. Et en fin d'après-midi, la grande édition pendant 1 heure à partir de 17h en direct, rediffusée à 20h sur Bismart TV. Émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, nous avançons dans cette grosse semaine intense en matière de flux de nouvelles pour les investisseurs. On l'a déjà indiqué hier, mais nous aurons des données dures, des données soft qui seront publiées tout au long de la semaine. Les données dures ont commencé à être publiées avec les premières estimations de croissance pour le 4e trimestre pour différents pays de la zone euro, les premières estimations d'inflation également pour différents pays de la zone euro concernant le mois de janvier. Nous aurons des chiffres d'emploi sur le marché américain publiés ce vendredi avec la photographie intégrale du mois de janvier sur le marché du travail américain. Des enquêtes importantes également qui seront publiées avec les ISM américains, manufacturiers et non manufacturiers pour le mois de janvier. Les politiques monétaires qui seront à l'honneur également avec les réunions de banque centrale qui commencent aujourd'hui pour la Fed. Meeting de 2 jours et décision attendue demain soir, suivi de la Banque d'Angleterre et de la Banque Centrale Européenne ce jeudi. Nous évoquerons tous ces enjeux avec Bastien Dreux qui sera avec nous par téléphone dans quelques instants, le responsable de la macro-stratégie thématique de CPR Asset Management. Au sujet des données qui ont été publiées ce matin, on notera une petite croissance pour la France au 4e trimestre, alors qu'on attendait plutôt un chiffre en dessous de zéro. C'est finalement plus 0,1% en première estimation pour la croissance française au premier trimestre, qui donne une croissance sur l'ensemble de l'année 2022 en France de 2,6% et un acquis de 0,3 points de pourcentage pour le démarrage de cette année 2023. Du côté de l'inflation, après la surprise négative qu'on a eue sur l'inflation espagnole, là aussi on voit l'inflation française repartir à la hausse au mois de janvier, avec bien sûr l'effet du relèvement du bouclier tarifaire sur le gaz qui sera suivi par le relèvement du bouclier tarifaire sur l'électricité à partir du 1er février qui brouille un peu les cartes, on va dire les choses comme ça, avec un phénomène de rattrapage. Donc il y a une inflation en données harmonisées européenne qui remonte à 7% sur un an pour l'inflation française. Nous aurons demain la première estimation d'inflation pour l'ensemble de la zone euro au mois de janvier. Voilà pour le paysage global macro donc des prochains jours, avec des marchés qui tiennent plutôt bien. On a une petite baisse à la mi-journée des indices actions en Europe, mais un CAC 40 qui préserve pour l'instant le niveau des 7000 points. Et puis nous nous intéresserons particulièrement dans cette demi-heure au marché actions américain, avec la pleine séquence de publication de résultats qui va se produire dans les prochains jours, avec les publications attendues des GAFAM. Nous avons déjà eu la publication de Microsoft, mais nous avons devant nous encore les publications de Meta, d'Apple, d'Amazon et d'Alphabet Google. Nous parlerons de ces marchés américains et de la stratégie qu'on peut avoir en matière de gestion des actions américaines avec Grégoire Ginoux, qui est gérant actions américaines chez Mansartis et qui sera avec nous en plateau pendant cette demi-heure. Mais d'abord, la semaine macro intense qui a commencé et qui va se poursuivre pendant ces prochains jours. Bien sûr, nous en parlons avec Bastien Dreux, le responsable de la macro-stratégie thématique de CPR Asset Management. Bonjour Bastien. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Je citais quelques exemples de données effectivement qui ont été publiées ou qui vont être publiées dans les prochaines heures et les prochains jours. Les estimations de croissance pour différents pays de la zone euro au 4e trimestre, les estimations d'inflation pour le mois de janvier également, le marché du travail américain, et au milieu de tout ça, quelques enquêtes avec les ISM et des réunions de grandes banques centrales, à commencer par la Fed et la BCE cette semaine. C'est peut-être une des semaines déjà les plus chargées de cette année 2023 en termes de flux de nouvelles pour les investisseurs. Bastien, c'est déjà un premier point. Quel type de réponse est-ce qu'on attend à l'issue de cette semaine intense sur le front des nouvelles macroéconomiques ? Oui, c'est sans doute l'une des semaines les plus chargées de l'année, peut-être même la semaine la plus chargée de l'année. Déjà parce que il y a les comités de politique monétaire de la BCE et de la Fed la même semaine, mais ça, il faudra s'y habituer parce que ça va arriver 5 fois au total cette année, alors que ça n'arrivait quasiment jamais sur les années précédentes. Mais c'est aussi une semaine chargée parce qu'il y a beaucoup de publications de chiffres et d'enquêtes. Pour les États-Unis, donc si on regarde plutôt ce qui nous attend, on a demain
l'ISM manufacturier et les ouvertures de postes, et puis vendredi l'ISM service et le rapport sur l'emploi. En Europe, on a déjà eu les PIB ce matin, on a commencé à avoir quelques données d'inflation, mais surtout le gros morceau, ça sera la publication de l'inflation pour la zone euro de janvier qui sera publiée demain. Et aussi, en termes d'enquête, ce matin, l'enquête sur les conditions de crédit réalisée par la BCE, qui montre déjà un resserrement des conditions de crédit, puis un affaiblissement de la demande de crédit bancaire. Et en fait, toute cette avalanche de données et d'événements, ça va constituer déjà un premier moment de vérité pour cette année 2023. Ça va permettre de valider ou d'invalider les scénarios macroéconomiques qui font consensus actuellement. Si on prend les ISM, on avait déjà eu 2 mois consécutifs en zone de contraction pour l'ISM manufacturier, puis on avait eu au tout début du mois de janvier une chute brutale de l'ISM service et qui était tombée en zone de contraction. Alors pour le moment, les ISM ils sont cohérents avec une phase de très légère contraction de l'activité et pas du tout, ils sont pas du tout cohérents avec une récession sévère. Donc c'est ça, le consensus de marché, c'est le scénario d'atterrissage en douceur, et c'est là qu'on peut avoir quand même une réponse via ces ISM pour savoir si effectivement le scénario d'atterrissage en douceur est valide pour les États-Unis. Donc ça c'est un peu pour l'activité, pour ce qui concerne l'activité aux États-Unis. Après il y a le marché du travail. Bon, on va pas y passer beaucoup de temps, mais là il y aura les ouvertures de postes demain et le rapport sur l'emploi vendredi. Là c'est un peu la même chose. Ça nous permettra de voir, de savoir si la dégradation des conditions qu'on voit sur le marché du travail, elle se poursuit sur la même tendance, c'est-à-dire une dégradation qui est quand même très progressive sur le marché du travail américain. Donc voilà, ça nous permettra de voir ça. Et après, sur l'Europe, le gros sujet, c'est quand même l'inflation. Ça reste l'inflation, qui était le gros sujet de 2022, mais ça l'est aussi sur au moins le début de l'année 2023. Et là, ces derniers temps, on a vu quand même de plus en plus d'intervenants qui anticipaient une désinflation très rapide en Europe dès le début de l'année. Et là, c'est un peu déjà pris à contre-pied parce que on n'a pas eu beaucoup de chiffres d'inflation pour le moment. Pour la zone euro, on l'aura demain. On a déjà eu des chiffres pour l'Espagne et pour la France, et on a observé une légère réaccélération pour le mois de janvier. Donc là aussi, ça peut permettre peut-être un reset des anticipations si on voit une réaccélération de l'inflation demain en zone euro. Il faut considérer sur l'inflation européenne des effets un peu techniques. Je citais par exemple en France le relèvement du bouclier tarifaire concernant le gaz, puis l'électricité de 15%. Est-ce que ça joue dans cette première estimation d'inflation du mois de janvier, par exemple, Bastien ? Ah oui, ouais. ça joue énormément. Donc c'est un phénomène de rattrapage qu'on va devoir considérer sur l'inflation européenne. Alors, c'est très compliqué d'évaluer finement tout ce qui est en train de se passer, parce qu'il y a plusieurs choses. L'une des premières choses, c'est le fait qu'en 2022, ce qui a beaucoup augmenté, ce qui a même énormément augmenté, c'était les prix de gros pour les prix du gaz naturel et de l'électricité. Ça met un certain temps à transiter aux prix de détail, aux prix qui sont payés par les consommateurs, enfin par la ménage et par les entreprises. Donc déjà, il y a ça, il y a vraiment un phénomène de retard. Et puis après, c'est aussi complètement perturbé par les différentes mesures de bouclier tarifaire, qui ont été mises en place dans les différents pays, pas forcément de façon synchronisée. C'est pas forcément sur les mêmes, les mêmes énergies. Il y a parfois des boucliers tarifaires sur l'électricité et pas sur les prix à la pompe et inversement. Donc on voit un peu tout. Et puis il y a certaines de ces mesures qui arrivent à échéance, et donc on a une inflation qui potentiellement peut réaccélérer un peu en début d'année. Et de toute façon, c'était ce que Christine Lagarde avait dit en conférence de presse. C'est vrai. Le pic est devant nous encore. Voilà. C'était ce qu'elle nous avait dit. Et il est possible qu'elle ait raison sur ce point, oui. En tout cas, qu'on ait une réaccélération en janvier après 2 mois de décélération en novembre et en décembre. Bon, on verra demain avec la première estimation d'inflation pour la zone euro, sachant, alors là, c'est la petite anecdote technique, mais Destatis, l'Institut de statistique allemand, n'est pas en mesure de livrer la première estimation d'inflation pour l'Allemagne, et donc l'estimation première d'inflation pour la zone euro se fera sur la base d'une estimation de l'estimation de l'inflation en Allemagne.
Je ne sais pas si ça changera grand-chose au tableau qu'on peut dresser du point de vue de l'inflation en zone euro. Bastien, si on prend les réunions de banque centrale, à commencer peut-être par la Réserve fédérale américaine, quel type de discours est-ce que Jérôme Powell a envie de produire pour accompagner la rétrogradation quand même du rythme de hausse de taux, passant de 50 à 25, tel qu'anticipé et signalé d'ailleurs par les banquiers centraux américains? Oui, donc là, déjà, pour ce qu'ils vont faire demain soir, il n'y a pas trop de surprises. Après les 4 hausses de taux de 75, le ralentissement à 50, on va passer au ralentissement à 25 points de base. Ça a été quand même bien, préparé, notamment par certains membres du FOMC. Puis on peut parler du membre du board, qui s'appelle Christopher Waller, qui était l'un des poids lourds, qui était l'un des plus faucons l'année dernière, et puis qui s'est converti à un ralentissement supplémentaire des hausses de taux de la Fed. Il y a eu les 6 mois. Ça fait 6 mois consécutifs de désinflation. Il y a peut-être un parfum de récession légère qui se met en place dans les différents indicateurs. Il y a les ISM qui sont en dessous de 50. Donc le ralentissement à 25, c'est quasiment fait, quoi. Et surtout ce qu'on va scruter, c'est quelles sont les indications que Jérôme Powell va donner pour le FOMC de mars. Est-ce qu'on va s'orienter vers une dernière hausse de taux de 25 points de base en mars, ou est-ce qu'on va aller vers la pause? Dans les petites choses qu'on peut regarder, il y a le fait que, par exemple, la Banque du Canada, qui était complètement en synchronisation totale avec la Fed, elle a remonté ses taux directeurs la semaine dernière, et puis elle a indiqué qu'elle passait sur une pause maintenant, qu'elle ne relèverait plus ses taux directeurs, sauf à ce qu'il y ait une surprise en termes d'inflation. C'est tout à fait quelque chose qui est possible pour la Fed. En réalité, ce qui est le plus probable, c'est que Jérôme Powell indique qu'ils vont se borner à une data dépendance, qu'ils vont regarder les chiffres, et puis les chiffres, un peu mécaniquement, ça fera état d'un ralentissement supplémentaire de l'inflation sur le mois de février, et ce qui permettra éventuellement à la Fed d'arrêter son cycle de hausse de taux en mars. Donc voilà, ce qui est le plus probable, c'est quand même que la Fed se borne à dire qu'elle sera très data dépendante sur les semaines qui arrivent. Bon, et quand on compare la Fed et la Banque Centrale Européenne, c'est intéressant parce que là, on arrive vraiment à un nouveau régime, entre guillemets. La BCE est en retard, elle a commencé à monter ses taux bien après la Réserve fédérale américaine. Maintenant que la Réserve fédérale américaine commence à ralentir le rythme, la BCE, elle, signale qu'elle va continuer au rythme de 50 points de base pour ce meeting, sans doute pour le prochain meeting du mois de mars, et donc ça va créer une forme de réduction plus rapide du différentiel d'agressivité de politique monétaire qu'on peut observer entre la BCE et la Fed. Oui, clairement, il y a une divergence qui s'est mise en place sur les dernières semaines et même sur les derniers mois. Ce qui est intéressant, ce qui s'est passé quand même sur les dernières semaines, c'est que tout le monde avait en tête que la BCE continuerait sur des hausses de taux de 50 points de base, en tout cas pour les 2 prochains comités. Il y avait une dépêche de Bloomberg, donc il y a 2 semaines, si je me trompe pas, qui indiquait que finalement, ça serait peut-être seulement 25 points de base de hausse de taux en mars. Et c'était quand même très vite démenti par exemple le gouverneur de la Banque de France, Villeroy de Galhau, et puis par Christine Lagarde elle-même, qui ont très vite corrigé le tir en expliquant que vraisemblablement on allait sur 2 hausses de taux de 50 points de base pour ce jeudi et pour mars. Mais ça fait quand même une belle divergence entre la Fed, qui est plutôt en train d'aller vers une pause, et puis la BCE qui montre quand même sa détermination à resserrer encore sa politique monétaire. Ça se voit quand même très clairement sur la parité euro-dollar. Ouais. En fait, cette séquence, elle a quasiment commencé, on va dire, au début du mois de novembre. Et si on revient au début du mois de novembre, on avait une parité euro-dollar qui était à 0,97. Bien sûr. Et là, on est venu toucher 1,09. Donc, on a quand même fait beaucoup de chemin sur les 3 derniers mois. Et c'est quand même largement en raison de cette divergence. C'est pas la divergence, c'est plutôt une reconvergence. C'est la BCE qui est en train d'aller vers la Fed. Et alors que début novembre, on avait un taux 10 ans américain qui était 200 points de base au-dessus du taux de 10 ans allemand. Et bien maintenant, le taux 10 ans américain n'est plus que 120 points de base au-dessus du taux allemand. Et c'est vraiment ce resserrement du spread, ce resserrement de l'écart de taux qui a fait monter l'euro face au dollar. Et il y a quand même il est quand même assez vraisemblable
probable que ça continue sur les semaines qui arrivent. Effectivement, passé de 0,95 au cours de l'automne à 1,09, effectivement, le pic récent atteint qu'on a pu observer sur la parité euro-dollar. Merci beaucoup pour cet éclairage au cours de cette semaine intense en matière de flux de nouvelles macroéconomiques, en matière de décisions de politique monétaire. Merci beaucoup pour cet éclairage. Bastien Dreux qui est avec nous par téléphone, le responsable de la macro-stratégie thématique de CPR Asset Management. Oui, c'est la troisième dimension de cette semaine. En plus de la macro, en plus des décisions de politique monétaire, nous aurons une avalanche de résultats microéconomiques et des poids lourds américains qui vont publier leurs résultats dans les prochaines heures et les prochains jours. Nous en parlons avec Grégoire Ginoux, qui est à mes côtés en plateau, gérant actions américaines chez Mansartis. Bonjour Grégoire. Bienvenue. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. On va rentrer un peu dans le détail et notamment de ce fameux groupe des GAFAM, des grandes plateformes technologiques américaines qui vont publier leurs résultats dans les prochaines heures et les prochains jours. Un mot quand même peut-être de la première salve de publication qu'on a pu avoir aux États-Unis. On a peut-être un quart du S&P 500 qui a dû publier à date autour de, j'ai pas le chiffre précis en tête. C'est de l'ordre de 30%. C'est de l'ordre de 30%. Voilà. Un tiers du S&P qui a déjà publié donc ses résultats du quatrième trimestre. De manière un peu quantitative, là, quels sont les enseignements qu'on retire de cette première salve de publication, Grégoire ? Je dirais qu'on ne peut pas encore en tirer de grandes conclusions, puisque c'est essentiellement donc, des financières et quelques entreprises technologiques, et puis, de manière générale d'autres entreprises. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que c'est le premier trimestre depuis longtemps où on devrait assister à des baisses de résultats par action pour les sociétés du S&P 500, de l'ordre de 3 à 5%. Dans un contexte de ralentissement des revenus autour de 4%. On n'avait pas vu ça vraiment depuis 3 ans. Et donc, si on compare ça par rapport à des moyennes historiques, les résultats au T4 sont généralement sur une moyenne 5 ans autour d'une progression de 14%. Eh oui, c'est un gros trimestre. Ouais. Et les chiffres d'affaires, c'est plutôt 8%. Bon. Ce qui est intéressant de voir, donc pour l'instant, on est plutôt sur cette tendance-là. Ouais. Avec énormément de disparités, des disparités sectorielles et au sein des secteurs, beaucoup de disparités entre sociétés. Ce qui est intéressant, je trouve, c'est finalement, compte tenu du contexte qui était très très incertain, les signaux faibles ont plutôt tendance à s'améliorer en fin d'année, que ce soit sur le front du dollar. Il faut rappeler qu'à peu près 40% des revenus des sociétés du S&P 500 sont générés à l'international. La pression sur les matériaux, l'énergie s'est atténuée. Finalement, il n'y a pas de choc énergétique majeur. La consommation tient. Et donc, on serait en droit d'espérer un T4 finalement moins pire que... et finalement, les anticipations ont eu plutôt tendance à se dégrader dernièrement. Voilà. Alors... Traditionnellement, les sociétés du S&P 500 battent les attentes. C'est déjà le cas pour l'instant. On a à peu près, je crois, 60% de surprises positives, mais c'est un peu téléphoné. Et donc, on a plutôt matière à penser que ça va encore être le cas, sachant qu'on a récupéré un petit peu de marge de manœuvre pour le faire avec la dégradation des attentes en fin d'année. Je disais, il y a beaucoup de disparités, c'est-à-dire qu'on va avoir des sociétés dans le secteur de l'énergie où les profits vont exploser de 150%, et puis on va avoir des baisses de 10 à 15% entre la tech, Internet, communication et financière. Ça va créer des sacrés effets de base à un moment quand même. Hein. C'est certain. Ces performances et cette dispersion de performances. Peut-être plus que les résultats qui vont tomber. Et comme c'est souvent le cas en début d'année, les messages communiqués par les managements sur 2023 vont vraiment être scrutés. Et généralement, on a déjà pu avoir quelques indications. J'ai en tête un Sherwin-Williams la semaine dernière qui a préparé les esprits à une année potentiellement beaucoup plus difficile, avec des baisses de résultats. Et généralement, ce sont des sociétés qui exécutent bien. Et donc, elle nous habitue à être prudente en début d'année pour... Il y a un jeu de préparation, entre ces grands corporates américains qui maîtrisent parfaitement leur communication financière pré-publication et le jeu d'anticipation des analystes et du marché. Les attentes. Voilà.
Bon, mais on va suivre, effectivement, on verra. Alors, ce trimestre marquera effectivement en séquentiel une baisse des résultats des grandes entreprises américaines, agrégées en moyenne, avec ce phénomène de dispersion qu'on va pouvoir constater, Grégoire. Il y a quand même une question centrale autour de la tech. Alors, la tech, c'est très large, ça va du software à la hard tech et aux semi-conducteurs. Mais bon, on a beaucoup réfléchi à la valorisation de ces groupes l'an dernier, avec un choc de taux réel qui a remis, on va dire, les choses à plat de ce point de vue-là. Se pose désormais quand même la question du plan de marche, du business de ces grandes entreprises, sachant que les résultats n'ont pas déçu, ou quasiment jamais jusqu'à présent, mais qu'on imagine ou qu'on peut déjà observer peut-être des petits points d'inflexion sur certaines parties justement de cet univers technologique. Des zones de doute. Alors, il faut rappeler qu'il y a, en fait, il y a plusieurs marchés dans la tech qui se recoupent parfois. Et en fait, l'exemple de Microsoft la semaine dernière est très représentatif de ces différents marchés. Donc, tout ce qui va être équipement électronique, smartphone, PC, que ce soit pour les particuliers ou les entreprises, ça a déjà commencé à se dégrader et c'était normal. Il y a un retour à la réalité, tout le monde s'est équipé. Ça ne fait de doute pour personne. Ouais. Et je dirais au fur et à mesure de l'été et de la suite, on a vu un ralentissement, ou du moins une crainte de ralentissement, se diffuser progressivement vers les petites et moyennes entreprises, qui sont plus sensibles à la conjoncture, plus sensibles aux hausses de coûts, plus sensibles aux problématiques de recrutement. Et la question se posait de leur capacité à continuer d'investir dans du logiciel, dans du cloud. Et donc, voilà, ce pan de l'économie donnait un petit signal faible. Du côté des grandes entreprises, là où on a des gros plans de transformation digitale, il n'y a pas vraiment eu de dégradation, mais dans la perspective d'une potentielle récession et d'une dégradation des résultats, il faut montrer beaucoup plus de rigueur et donc il n'est pas exclu que l'on ait une poursuite du ralentissement. Et ça se voit en effet sur les dépenses qui ralentissent, donc Microsoft en est le témoignage, mais je dirais il n'y a pas pour autant un changement de paradigme fort. Les investissements, notamment dans le cloud, restent très élevés. Ouais. En 2022, les dépenses dans le cloud seraient de l'ordre de 500 milliards. Ça reste une progression de quelque chose comme 19-20%. On est toujours sur une trajectoire en croissance. On a connu du 30% les 2 dernières années, avec une accélération. Ouais. Et on descend, on atterrit sur 20 dans le logiciel. Tout confondu aussi, on a un ralentissement. Mais par exemple, moi j'étais assez marqué par les commentaires de ServiceNow et de son CEO la semaine dernière. Donc dans la transformation numérique digitale, au cœur de la transformation numérique des entreprises. Quand je dis il y a 2 vitesses, c'est-à-dire qu'à la fois dans la transformation digitale, il y a les besoins de plus de capacité dans le cloud. Ouais. Ça, finalement, les entreprises se rendent compte qu'elles ont peut-être pas besoin de consommer autant, elles peuvent rationaliser, donc ça respire un petit peu. Et puis, il y a des priorités stratégiques. Ouais. Sur l'efficacité, la productivité, automatiser davantage, réduire les coûts. Et quand vous proposez des logiciels et de l'intelligence artificielle dans ce domaine-là, finalement, vous maintenez des niveaux de croissance qui sont encore très élevés. Ça veut dire quand même que globalement, le marché s'interroge et va s'interroger sur le nouveau régime de croissance qu'on va avoir sur cette thématique numérique, du digital, et que derrière ça, on va observer un phénomène de dispersion de plus en plus fort en fonction du positionnement de chaque acteur sur la chaîne du logiciel ou sur la chaîne du cloud. Oui, certainement. En fait, les priorités, le degré de maturité et tout dépend des besoins des entreprises à un moment donné. Là, je pense que le processus de transformation digitale restera très fort tout au long de la décennie, mais je dirais, aucune société n'est immune à un ralentissement économique. Bien sûr. Quand bien même il ne s'est pas encore totalement produit. Et donc, par anticipation, elle doit être vigilante. Et donc, c'est normal d'observer conjoncturellement
une respiration. Ouais, c'est intéressant parce que c'est exactement ce qu'on observe, et c'est pas étonnant d'ailleurs, dans la partie semi-conducteur. Là aussi, avec des discours qui sont parfois totalement opposés. Entre un Intel qui nous dit, oh là là, il n'y a rien qui va, mais bon, c'est le PC, l'électronique grand public, etc. J'ai, je sais pas, en tête l'exemple de ST Micro, une société qu'on connaît bien ici en Europe, mais parce qu'il y a eu la vision stratégique d'un management d'être positionné sur la thématique industrielle, la thématique automobile, la thématique transformation énergétique, électrification, etc., qui fait que, semble-t-il, les tendances et les perspectives sont beaucoup mieux préservées chez un acteur comme ST Micro que chez un géant comme Intel aujourd'hui. Oui, tout à fait. Alors après, il y a des problématiques qui sont propres à Intel. Et globalement, c'est vrai que le secteur des semi-conducteurs est un marqueur de l'environnement économique et de la conjoncture. Après, ce qui s'est passé au cours des 2 dernières années, il y a eu des pénuries et les entreprises ont eu besoin de sécuriser leurs approvisionnements. Elles ont surcommandé. On le voit à peu près dans tous les domaines. Quand le marché du smartphone ralentit, ça fait baisser les niveaux de production même chez TSMC. Et ce qui est intéressant, c'était les commentaires justement de Texas Instruments, là aussi la semaine dernière, qui évoquait une possible normalisation même dans l'automobile. Peut-être pas le mois prochain, mais qui se fera. Même le phénomène d'accélération de l'électrification dans l'automobile peut à un moment connaître, en dérivé en tout cas, une respiration, comme vous dites. Exactement. Ils s'y attendent. Et donc, ils le voient dans d'autres composantes et dans d'autres marchés finaux. Cette normalisation des inventaires, des stocks dans les réseaux de distribution. Et donc, forcément, on produit moins. Donc, les marges, il y a des taux d'utilisation qui diminuent. Et donc, il y a des marchés à plusieurs vitesses. Intel, c'est un petit peu différent. Intel, c'est la double peine, c'est-à-dire qu'il y a un ralentissement sur son cœur de métier historique, qui est le PC, sur lequel à la fois il perd des parts de marché et son marché est en plein retournement. Et puis une difficulté liée à son modèle économique à continuer à conserver ses parts de marché en cloud. Qu'il avait réussi, il avait fait une très très bonne transition dans les data centers. Et l'alliance entre les AMD, les Nvidia et le modèle ouvert de TSMC. Aujourd'hui, le modèle Intel est moins pertinent pour les clients. Il est pris entre le feu de l'administration américaine qui voudrait qu'il adopte une structure peut-être plus ouverte et qu'il produise pour les autres, et ses propres impératifs stratégiques d'allocation du capital qui ne sont pas forcément les mêmes. Donc c'est la convergence de plein de problèmes chez Intel qui fait qu'il n'est pas forcément le reflet de son industrie. Bon, nous avons eu la publication de Samsung aujourd'hui, puisqu'on était dans l'univers des semi-conducteurs. Donc à suivre, demain, après la clôture des marchés américains, la publication de Meta, ex-Facebook, je le rappelle. Et puis jeudi, toujours après clôture des marchés américains, les 3A, Apple, Alphabet et Amazon publieront leurs résultats. On aura Qualcomm également. Bref, encore une semaine intense en matière de publication d'entreprises aux États-Unis et en Europe. On a un démarrage un peu plus tardif sur les publications européennes, mais là aussi la montée en puissance va se poursuivre. On aura par exemple Dassault Systèmes qui publiera jeudi ses résultats à Paris au sein du CAC, et puis Publicis et Sanofi également qui sont attendus cette semaine au sein du CAC 40 parisien. Merci beaucoup Grégoire d'avoir été avec nous pour nous apporter cet éclairage et cette expertise sur les marchés américains, avec cette analyse notamment de l'univers tech. Grégoire Ginoux qui était invité de Smart Bourse à la mi-journée, gérant actions américaines chez Mansartis. Identifier, analyser, planifier, trader. Votre rendez-vous avec IG. Investissez avec les Turbo 24.